Confiance en soi. Comment faire taire les pensées négatives? Barre verticale. Les pensées et images négatives durablement entretenues ont un effet négatif sur notre estime et notre bien-être. Comment les maîtriser et les remplacer par des pensées bienveillantes? Les conseils d'Annie Leibovitz, auteur de la boîte à outils de la confiance en soi 1. Les pensées négatives sont des schémas mentaux, aussi appelés croyances. Une croyance est une pensée construite, très personnelle dont nous avons l'intime conviction qu'elle est vraie et qui nous sert de repère dans nos actes quotidiens, dans notre vision du monde, nos jugements sur nous-mêmes ou sur les autres. À force de ruminer les mêmes pensées négatives, celles-ci dépassent leur statut de simples pensées et ont un réel effet sur la façon dont nous nous voyons, mais aussi sur notre humeur. Un exemple concret, la situation. Mon chef est passé sans me dire bonjour. Ce que je ressens, émotion, de la colère, de l'appréhension, de la peur. Ce que je pense, pensées automatiques, il m'en veut. Il ne m'apprécie pas, j'ai fait quelque chose de mal. Ce que je peux penser d'autres, pensées alternatives, il est préoccupé et a une urgence à régler. Que pouvez-vous faire? Dans un premier temps, repérez vos pensées négatives. Ensuite, imaginez une autre interprétation tout aussi plausible, pour expliquer la même situation, mais positive cette fois-ci. Elle doit être au présent ou au futur, affirmative et créer de bonnes sensations quand vous la pensez. Entraînez-vous. Vous pourrez ainsi dire « stop » aux messages négatifs quand ils arriveront pour les empêcher de vous envahir et de vous nuire. Faites également attention aux déclencheurs pour parvenir à les anticiper et mieux vous préparer. Cela peut être une personne, une situation, un moment de journée. Rappelez-vous enfin que si une pensée négative a beaucoup de pouvoir, une pensée positive est tout aussi puissante. Remplacez donc vos pensées négatives par des contreparties positives. Ne regardez plus la difficulté mais plutôt l'opportunité, ne regardez plus vos lacunes, mais vos forces. Les bienfaits. Des recherches scientifiques aux États-Unis ont montré qu'un état d'esprit positif multiplie par 2 les performances. Grâce au sport, ce qui me semblait impossible me paraît désormais accessible. Barre verticale. Stephanie Haas, 46 ans, a repris le sport il y a une dizaine d'années. Elle a fondé son entreprise en revenant de son premier raid en Malaisie. Une coïncidence? Pas du tout. Elle nous raconte ce que le sport a changé dans sa vie. Stephanie Haas, je viens d'une famille sportive. Chez nous, tout le monde jouait au tennis. Le sport faisait partie intégrante de notre équilibre de vie. Passé l'adolescence, j'ai arrêté de pratiquer. J'ai repris à l'âge de 36 ans, en déménageant à la campagne. Jeune maman, j'avais surtout envie de retrouver du temps pour moi. Le sport est devenu ma bulle d'oxygène. Spontanément, je me suis tourné vers le tennis. J'y ai rencontré Laetitia, une maman qui était, elle, très sportive. Elle m'a proposé, avec une autre amie, Florence, de commencer la course à pied. Notre objectif, la course du viaduc de Milo. Le running n'est pas mon sport préféré mais il a de multiples avantages. Il ne coûte pas cher, une bonne paire de baskets suffit, on peut s'y adonner quand et où on veut. Si on est régulier, on progresse très vite ce qui est valorisant. La course fut magique. Relever ce premier défi nous a donné envie d'aller plus loin. Se dépasser, c'est valorisant. On s'est ainsi inscrit au raid Amazon 1 en 2013. Moi, la casanière, je suis parti au bout du monde relever un challenge complètement fou. Cette aventure nous a obligés à démarcher des sponsors et partenaires. Nous avons aussi fondé à cette occasion l'association Les Drôles de Diane, DDD, pour inciter les femmes, peu importe leur niveau, à faire du sport. Lors du raid en Malaisie, j'ai vraiment appris ce qu'était le dépassement de soi. Je me souviens encore des 29 km de canoë-kayak dans la mangrove, 3h30 épique, le fait d'être en équipe était une vraie source de motivation. Quand l'une flanchait, les autres la soutenaient. Cette attention aux autres sert énormément dans la vie professionnelle. Ensemble, on est plus forte. En rentrant de ce premier raid, j'ai décidé de lancer mon entreprise. Grâce à cette épreuve sportive, j'ai vraiment pris confiance en moi, j'ose davantage de choses. Ce qui me semblait impossible auparavant m'a semblé accessible et facile en revenant. Aujourd'hui, l'association DDD compte 55 membres. Notre slogan, ensemble, on est plus forte. L'an dernier, nous avons participé à la Saharienne. Nous étions 3 équipes de 2. L'une de nous était handicapée au niveau d'une jambe. La voir pédaler, sauter, courir dans le désert force le respect. Partager cette expérience avec des copines fut là encore magique. Nous avons ensuite organisé nous-mêmes un raid sur un week-end. Une chose encore dont je ne me pensais pas capable. Avec l'intelligence émotionnelle, on booste ses aptitudes. Et si vous utilisez la puissance des émotions pour développer confiance, engagement et coopération?
C'est ce que vous propose Régis Rossi, conférencier, dans le livre qu'il a coécrit avec Claire Lauzol et Didier Noyer. Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle, Erol. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Régis Rossi. Pour commencer, c'est une capacité, ce n'est pas une chose innée. Certaines personnes ont évidemment plus de potentiel que d'autres pour la développer, mais nous pouvons tous y arriver. L'intelligence émotionnelle sert à prendre conscience de ses propres émotions et à décrypter celles des autres pour en avoir une lecture la plus juste possible. Le but, créer des relations durables et efficaces. Elle peut nous aider à nous adapter, à mieux communiquer, mais aussi à prendre de bonnes décisions. Selon le Forum économique, l'intelligence émotionnelle fait partie des 10 compétences clés pour réussir professionnellement. RR. Oui, je pense en effet que le quotient émotionnel est une clé de la réussite. Quand les managers et dirigeants insufflent de l'empathie et du respect, cela fait ensuite tache d'huile. En travaillant son intelligence émotionnelle, on développe ses aptitudes. Il n'y a pas que les diplômes qui comptent. La qualité de nos rapports aux autres joue énormément. Il faut arrêter de séparer raison et émotion. Grâce au développement des neurosciences, nous avons compris les liens entre le cerveau émotionnel et rationnel, tout ce que peut nous apporter la prise en compte de nos émotions. En quoi l'intelligence émotionnelle est-elle particulièrement importante dans un contexte de crise? RR. Le défi auquel nous devons faire face, c'est le défi de l'attention. Nous avons besoin de nous reconnecter les uns aux autres, de recréer des liens, d'instaurer un climat de confiance. Au lieu d'être dans une logique de contrôle, les managers doivent placer le facteur humain au cœur de leurs préoccupations. Ils doivent porter une attention aux autres de manière assertive, c'est-à-dire dans la volonté de les faire grandir. Que peut-on faire pour développer son intelligence émotionnelle? Quel premier pas conseillez-vous? RR. Interrogez-vous sur des situations où vous avez ressenti des émotions. Identifiez l'émotion ressentie, apprenez à dire « j'étais, je suis joyeux, triste, en colère, etc. » Parenthèse fermante point. Si vous deviez mesurer son intensité, quelle note lui donneriez-vous sur une échelle de 1 à 10? Pour une même émotion, il existe des intensités variables. Quand on est en colère, on peut être furieux, mécontent, exaspéré, irrité ou encore agacé. Pourquoi cette émotion est-elle apparue? Quel était le contexte? Y a-t-il eu un élément déclencheur en particulier? Prenez un peu recul. Comment auriez-vous pu vivre cette émotion différemment? Il y a beaucoup de manières de vivre une émotion, mais dans l'instant on peut avoir l'impression qu'on réagirait tous de la même manière. Le soir, vous pouvez ainsi noter 3 émotions qui vous ont traversé dans la journée en les reliant à un événement précis. Essayez de trouver des émotions positives. Vous verrez que vous en trouverez même dans une journée banale, et même dans une mauvaise journée. Comment mieux comprendre les émotions des autres, par exemple de ses collègues? RR. Il faut vous mettre dans une posture d'écoute active. Pour cela, évitez tout d'abord les préjugés, les idées préconçues. Ensuite, laissez l'autre s'exprimer. Entendre ne veut pas dire écouter. Ne lui coupez pas la parole, obligez-vous à ne pas intervenir. Faites preuve d'empathie, cela passe par votre regard, un sourire, même si vous ne partagez pas ses idées. Si vous y arrivez, vous verrez que vous parviendrez à décrypter un tas de choses que vous n'auriez pas perçues sinon, notamment dans la communication non verbale. Vous pouvez aussi utiliser la communication non violente selon un processus en 4 étapes. Observer, exprimer vos sentiments, exprimer vos besoins et enfin faire une demande. Au lieu de démarrer par votre demande sans écouter votre interlocuteur. Quel conseil donneriez-vous pour ne pas se laisser paralyser par ces émotions? RR. Il faut parvenir à transformer vos émotions en force. Vous devez savoir les conduire et non vous laisser conduire par elles. Elles doivent vous guider, pas vous paralyser. Les émotions sont là pour nous envoyer un signal, il faut le comprendre et non se laisser envahir, par exemple par la peur. En ce moment, certains entrepreneurs, salariés ou indépendants peuvent ressentir de l'angoisse compte tenu du climat d'incertitude et des mesures de restriction. Je les invite à se remémorer le chemin parcouru, tout ce qu'ils ont déjà construit. Cela va les aider à se sentir plus forts, plus combatifs. Cet état d'esprit sera utile pour éviter de se laisser porter par la colère ou la tristesse. Vous serez conquérant, au lieu de rester immobile.